Bonsoir à tous. La mort de sœur Emmanuelle, elle est décédée la nuit dernière dans son sommeil, l'année de son centenaire, retirée dans la maison de retraite de Calian dans le Var. Madeleine Cinquin, de son vrai nom, avait mené un combat inlassable contre la misère et la pauvreté. Deux invités exceptionnels ce soir pour cette édition spéciale que nous vous proposons sur Public Sénat. D'abord Danielle Mitterrand, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous avez beaucoup échangé avec sœur Emmanuelle et vous avez d'ailleurs de nombreuses anecdotes à nous raconter sur sa personnalité notamment et son combat, puisque vous avez pu même visiter certaines des écoles et dispensaires qu'elle avait créées au Caire. Deux invités donc qui nous rejoindront dans quelques minutes, Danielle Mitterrand ici présente et Martin Hirsch qui sera également avec nous, Sonia. Bonsoir Michel. Elle a dédié sa vie aux plus pauvres. Sœur Emmanuelle a partagé pendant 20 ans la vie des chiffonniers du Caire. Elle a mené une lutte acharnée contre la pauvreté et l'exclusion, le tout avec un franc-parler, une vitalité qui lui ont valu une immense popularité. C'est un reportage de nos confrères de France 3. Une religieuse au tempérament de feu. À l'âge où certains prennent leur retraite, sœur Emmanuelle se révèle. Son combat sera aux côtés des déshérités. À 63 ans, elle décide de partager le sort des chiffonniers du Caire pour les aider dans le tri quotidien de ces montagnes d'immondices. J'étais professeure de lettres dans le collège de Notre-Dame de Sion. D'abord une vingtaine d'années en Turquie, à Istanbul. Ensuite, quelques années à Tunis, puis à Alexandrie. Et maintenant, voilà, la plus belle partie de ma vie. Je suis ici avec tous ces enfants. Pendant 20 ans, elle mettra toute son énergie pour faire construire des écoles, des jardins d'enfants, des dispensaires. En 80, elle fonde son association pour aider des milliers d'enfants en Égypte, au Liban, aux Philippines, en Inde. Et ici au Soudan, nous sommes en 88, sœur Emmanuelle crée des écoles pour filles en pleine guerre civile. Moi, j'ai été vraiment privilégiée. J'ai pas le droit de garder pour moi les richesses que la Belgique m'a données. Je dois les donner aux autres. En 85, ses supérieurs lui imposent de quitter le Caire. Elle revient en France. C'est le temps des louanges. Elle reçoit la Légion d'honneur. Drôle, impertinente, toujours émouvante. Coqueluche des médias, sœur Emmanuelle arpente les studios de télévision sans jamais oublier ce qui la porte, mais avec cet humour qui la caractérise. Le comédien Jamel Debbouze lui aurait volontiers emprunté ses baskets. Ils ont au moins 10 ans. Ça vaut une fortune, ça vaut une fortune, j'ai une fortune à mes pieds. Ah oui. Au soir de sa vie, toujours active, cette fois auprès des sans-papiers, sœur Emmanuelle prend sa retraite dans cette communauté dans le Var. À presque 100 ans, elle envisage de quitter ce monde sereine. Rien n'a de sens s'il n'y a pas une autre vie. C'est débile, qu'est-ce qu'on fait sur Terre, franchement. Mais s'il y a une autre vie, qu'on s'y prépare, on sait moi les uns les autres, et que l'amour est plus fort que la mort, alors hop là, ça a du sens, c'est merveilleux. Sereine, mais avec ce vœu que son association lui survive, parce que, dit-elle, le monde, lui, n'en a pas fini avec la misère. Et puis, suite au décès de sœur Emmanuelle, les réactions se sont évidemment succédées. Le président Nicolas Sarkozy a salué une femme de foi aux convictions élevées, mais aussi une femme d'action à la personnalité débordante d'énergie. Ces obsèques seront célébrées mercredi dans le Var, dans la plus stricte intimité, mais une messe de requiem sera célébrée ce jour-là en la cathédrale Notre-Dame de Paris. Deux invités donc avec nous pour évoquer la mémoire et le combat inlassable de sœur Emmanuelle, Danielle Mitterrand et Martin Hirsch qui nous a rejoints. Danielle Mitterrand, je le disais, vous avez beaucoup de souvenirs avec sœur Emmanuelle. Sœur Emmanuelle souvent téléphonait à la Fondation et je reconnaissais sa voix tout de suite. D'ailleurs, qui ne reconnaissait pas sa voix? Et elle me disait, Danielle, il faut que je vienne chercher de l'énergie auprès de toi. Dis-moi, qu'est-ce que tu fais pour le moment? Et alors je lui disais quelles étaient nos actions du moment, et tout de suite elle embrayait, et on pourrait faire ceci, on pourrait faire cela, et il faudrait faire ceci. C'était elle qui était porteuse de beaucoup d'énergie, me semble-t-il. Oui, hein. et pourtant elle venait aussi de temps en temps, mais c'est bien que deux énergies se rencontrent, et ça fait une super énergie. Comment est-ce que vous
pourriez définir la relation que vous aviez nouée avec sœur Emmanuelle à Paris, sur certains plateaux de télévision également, mais également au Caire, car vous avez vu sur place ce qu'elle a fait. C'était très amical et puis elle était tellement ouverte. L'anecdote la plus frappante d'elle, c'est que c'est en 91. Elle m'appelle et elle me dit: Daniel, je fête mon jubilé, mes noces avec le Seigneur, tel jour, le 10 mai au Caire. Alors, il faut que tu viennes, il faut que tu viennes. Je lui dis: mais le 10 mai, c'est aussi un anniversaire pour nous. Et je suis à Paris. Alors, elle me dit: mais il faudrait que tu... Mais alors, voyons les agendas. Alors, elle me dit: moi, c'est le matin. Et l'anniversaire du 10 mai 80, c'est à quelle heure? Alors, je dis: c'est le soir. Alors, tu peux faire un aller-retour au Caire. Je dis: mais c'est quand même pas la porte à côté. Eh bien, je l'ai fait. Et quand je suis arrivée, il y avait là, vraiment, toutes les églises. Elle était très œcuménique. Et il y avait les catholiques, les protestants, les orthodoxes, les ceci, les cela, tout le monde. Et puis elle commence son discours avec saluant tout le monde, et elle salue les uns, les autres, en déclinant toutes les obédiences. Et puis elle termine en disant: et puis, j'ai même une laïque. C'est Daniel qui est venu me voir et qui est venu célébrer avec moi. C'était son style. Et en effet, j'ai fait l'aller-retour et le soir, j'étais à l'anniversaire, au 10e anniversaire de 81. Alors Martin, sœur Emmanuelle était une femme débordante de vitalité, d'humour. Vous l'avez connue, vous l'avez rencontrée. Qu'est-ce qui ressort d'une telle rencontre? Comment on en ressort? Moi, je l'avais rencontrée avec l'abbé Pierre. Et alors, ils avaient une complicité de chiffonniers. Puisqu'il y avait d'un côté la chiffonnière du Caire et d'autre le chiffonnier d'Emmaüs. Alors c'était absolument extraordinaire. Puis moi je les ai connus quand ils étaient encore tout jeunes, puisqu'il y en avait une qui avait 97 ans et l'autre qui avait 93 ans. Mais ils nous regardaient toujours, ils nous renvoyaient nous-mêmes plutôt à nos conformismes, alors qu'eux effectivement avaient... c'est comme si le combat les avait maintenus toujours jeunes, allants, extraordinaires. Mais outre leur engagement très fort, c'était aussi de personnalités très libres. C'était deux personnalités à la fois très libres, mais très responsables, qui savaient utiliser les mots, à bon escient, sans jamais faire mal avec les mots. C'est-à-dire qu'ils voulaient apostropher, interpeller, faire sortir de ses gonds les uns et les autres, mais sans jamais essayer de faire mal, sans jamais culpabiliser. Et notamment, sœur Emmanuelle avait cette manière de donner envie de s'engager assez remarquable. Mais quel est son message là pour aujourd'hui et pour demain? Le message, il est assez, pour aujourd'hui, il est d'autant plus frappant, j'allais dire, parce que dans ce contexte dans lequel on a passé quand même des années, malgré sœur Emmanuelle, malgré l'abbé Pierre, à stigmatiser un peu les pauvres, à penser qu'ils étaient responsables de nos maux. Là, on est quand même à front renversé. Je pense qu'elle a dû partir avec un tout petit ricanement en disant finalement, qui sont les responsables des déboires? Qui perd 600 millions d'euros dans la journée? C'est pas le pauvre du Caire, c'est pas le RMiste, ce sont d'autres. Donc je pense que ce message-là, qui consiste à nous dire écoutez plutôt les enseignements des pauvres, ceux qui pensent tout avoir et tout savoir ont beaucoup à apprendre des plus pauvres, qui est un message évangélique mais qui parle à tous les laïcs, et quelque chose qu'elle nous a beaucoup passé. Oui, alors elle parlait beaucoup de sa joie dans les bidonvilles. Elle racontait qu'elle y avait rencontré beaucoup plus de joie que dans les capitales des pays occidentaux. Daniel Mitterrand, vous la laïque donc, qui l'avez approchée, comme elle vous a nommé, est-ce qu'elle a un message justement aujourd'hui, alors que l'Occident matérialiste s'interroge beaucoup en période de crise financière? Mais ce message, c'est vrai que moi j'ai le même qu'elle, oui. Parce que nous avons recherché où sont les véritables richesses. Est-ce que ce sont des richesses argent, ou est-ce que ce sont des richesses humaines, des richesses naturelles, des biens communs, ce que la terre nous donne? Et moi, je suis plus proche de ceux qui cherchent ces richesses-là plutôt que celles qui cherchent l'argent. Alors, elle n'a jamais non plus hésité à médiatiser ses révoltes en faveur, bien sûr, des plus démunis en France et à l'étranger. Est-ce que c'est quelque part une icône médiatique pour vous? Elle aimait, en tous les cas, exister.
Oui, bien sûr. Non, mais est-ce qu'elle maîtrisait son personnage médiatique? Est-ce qu'elle en jouait d'une certaine manière? Je crois qu'elle était tout simplement sincère. Elle était tout simplement sincère. oui, et je pense que là aussi, ces grands personnages avaient tellement de convictions qu'ils ne se laissaient pas déformer par la télévision. Ils pouvaient aller dans des émissions dans lesquelles, je sais pas, moi j'irais jamais parce que tellement on a un peu peur de se faire ramener vers le bas, et elle arrivait plutôt à l'élever vers le haut. Il y a une avalanche évidemment de dommages politiques depuis ce matin. Martin Hirsch, on a connu ça il n'y a pas si longtemps avec l'abbé Pierre. Et tous ces hommes politiques, tous ces grands responsables qui lui rendent hommage aujourd'hui, qu'est-ce que ça vous inspire, Daniel Mitterrand? Que peut-être il pourrait en tirer des leçons. Par exemple? Eh bien, entendre le vrai discours de Sœur Emmanuelle, entendre le vrai discours de ceux qui ont à parler du monde d'aujourd'hui et ne pas s'enfermer dans leurs certitudes. Je pense que la vraie question qu'on doit se poser au moment où on rend hommage, c'est finalement qu'est-ce qu'on a infléchi dans son propre comportement sous l'influence des leçons qu'ils nous ont infligées. Si on n'a rien infléchi dans son comportement, c'est qu'on n'a rien compris. Si on a infléchi un peu en étant effectivement plus doux, plus solidaire, plus partageant, plus attentif au mélange des pauvretés dans les pays riches et des pauvretés dans les pays pauvres, ben c'est qu'effectivement on peut rendre un hommage sincère. Alors, c'est quelqu'un de très aimé en France et à l'étranger. Certains réclament sa canonisation. Oui, qu'est-ce que vous en pensez? De toute façon, c'est une sainte. De toute façon, elle est ce qu'elle est. Pour vous, c'était une sainte, Daniel Mitterrand? Elle a écrit son histoire, et son histoire, chacun l'honore à sa façon, ou en prenant des leçons, ou en simplement la louangeant, mais son histoire, elle est écrite, le reste viendra après. Oui. Quel est votre commentaire, Daniel Mitterrand, sur la crise actuelle et les États que l'on voit mobilisés à coût de centaines de milliards d'euros ou de dollars pour sauver les banques, alors qu'il en faudrait, dit-on, beaucoup, beaucoup moins pour éradiquer la pauvreté de la planète? Eh bien, vous l'avez dit. J'ai fait la leçon. La question, j'aimerais vous entendre sur le sujet. Je crois que cette crise vient un moment crucial où il y a d'autres propositions sur une autre forme de société, d'autres critères pour conduire la politique voulant dire gestion de la maison, c'est-à-dire de la société, et qu'aujourd'hui, cette crise apporte de l'eau au moulin de ceux qui travaillent déjà depuis des années. Mais quand vous entendez dire aujourd'hui, et c'est un engagement fort de la France par exemple, de son président de la République, il faut moraliser le capitalisme, est-ce que ça vous semble crédible? D'accord. Vous dites d'accord. Oh, on peut toujours dire, hein, sur les actes, sur les faits qui comptent. C'est pas ce que l'on dit. Merci Daniel Mitterrand d'avoir accepté notre invitation. Je précise que les mémoires posthumes de Sœur Emmanuelle seront publiées ce jeudi par Flammarion. Elle voulait dire des choses qu'elle n'a jamais dites par pudeur ou par souci de rester libre, donc on a hâte de savoir ce qu'il y a dans ce livre. Vous avez des informations, non, Martin Hirsch, sur ces mémoires? Non, mais je les découvrirai avec autant d'intérêt que vous. Voilà, vous restez avec nous, Martin Hirsch, puisque nous allons aborder d'autres sujets avec vous, bien sûr, maintenant, le RSA, la crise financière, on y reviendra. Mais d'abord, Sonia, l'actualité et les suites, justement, de la crise financière avec le dossier des caisses d'épargne. Oui, avec la démission en bloc donc de la direction de la caisse d'épargne qui risque de fragiliser la banque. Il faut dire que l'écureuil a été fortement secoué, perte de 600 millions d'euros à cause des risques pris par 3 de ses traders, débarquement hier de ses 3 principaux dirigeants. On sait par ailleurs que la banque est fragilisée par une diversification très cher payée avec la banque d'affaires Natixis. Alors, où en est l'écureuil? C'est un sujet de Pierre Duquertz. Le Conseil a accepté la démission de M. Charles Millot, président du directoire. Il aura fallu un conseil de surveillance de 6 heures pour que les têtes tombent à la caisse d'épargne. La démission des 3 dirigeants est aujourd'hui applaudie sur tous les bancs politiques. C'est une bonne manière d'assumer ses responsabilités. Et c'est vrai que par les temps qui courent et avec la crise que nous connaissons au niveau mondial, je pense qu'il est bon que chacun prenne conscience de ses responsabilités. La caisse d'épargne, c'était le temps, c'était la durée, et aujourd'hui on s'aperçoit qu'ils spéculent, donc heureusement qu'ils ont démissionné. C'est une série noire que traversent les caisses d'épargne, déboires financiers de sa filiale d'affaires Natixis, rachat controversé de Nexity et enfin la perte en bourse de 600 millions d'euros révélée la semaine dernière. Il était nécessaire d'envoyer un signal fort à la communauté professionnelle, aux salariés qui ont beaucoup de difficultés depuis quelque temps
pour répondre aux interrogations légitimes du public, des épargnants qui sont inquiets pour leur épargne. Le nouveau président Bernard Comollet aura donc comme difficulté de retrouver la confiance perdue de la Caisse d'épargne tout en s'imposant dans la future fusion avec la Banque Populaire. Christine Lagarde, la ministre de l'économie, qui a déclaré ce matin sur Europe 1 qu'il n'y avait pas de risque sur l'épargne des particuliers et a noté dans ce contexte de crise la Bourse de Paris qui poursuit son rebond à plus de 99%. Les députés examinent depuis ce matin un budget 2009 déjà fortement compromis par la crise. Oui, c'est un projet de budget inchangé, construit sur la base d'une croissance de 1% qui est débattue dans l'hémicycle. Un budget jugé caduc par l'opposition en raison de la crise et même la ministre de l'économie, Christine Lagarde, a estimé que les prévisions du budget étaient fragilisées par la crise. Nicolas Béard. La croissance pourrait ne pas atteindre 1%. C'est l'aveu de la ministre de l'économie à la tribune de l'Assemblée nationale cet après-midi. Pourtant, c'est bien un projet de budget construit sur une croissance de 1% qui est présenté aux députés. Le gouvernement pourrait donc par la suite réviser ses prévisions à la baisse et revoir sa copie. Ce budget qui va être voté, il pourrait fort bien être modifié assez rapidement. C'est normal. Il faut être mobile, il faut être manœuvrant. On est sur un océan avec des gros creux. Si on garde le cap comme un mauvais capitaine, on prend vraiment le risque de sombrer. L'opposition, elle, en profite pour repartir à l'assaut du paquet fiscal, comme Didier Migaud, le président de la commission des finances de l'Assemblée nationale. Pour le Parti socialiste, ce budget 2009 est avant tout obsolète. Autant s'adapter. Quand je regarde du côté allemand, par exemple, dès lors que les prévisions de croissance sont modifiées, l'épure budgétaire est modifiée. Ça ne pose pas un problème de cas de conscience aux gouvernants allemands. Donc il faut s'habituer quand même à ce que les budgets correspondent à la réalité. En attendant, le déficit public semble contenu sous la barre des 3% comme l'exige le pacte de stabilité. Un pacte de stabilité qui pourrait être mis entre parenthèses si la croissance se dégrade encore. Et elle n'échappe pas non plus à la crise. Le crédit se fait rare pour les collectivités territoriales. Le Premier ministre François Fillon vient d'annoncer une enveloppe d'urgence de 5 milliards d'euros destinée à leur financement. Et puis aujourd'hui, un plan a été présenté pour mettre le numérique, par exemple Internet à haut débit, à la portée de tous. Oui, ce devait être un plan présenté ce matin par Nicolas Sarkozy. C'est finalement l'auteur, Éric Besson, qui a détaillé les principaux points de ce plan. Alors le but est de doper l'Internet au débit, d'accompagner le passage à la télévision numérique ou encore de stimuler la concurrence dans le mobile. Flora Sauvage. Très attendu, repoussé une première fois par Nicolas Sarkozy, c'est finalement Éric Besson, le secrétaire d'État à l'économie numérique, qui a dévoilé les 154 mesures du plan France Numérique 2012. Première mesure, créer un droit opposable pour l'accès à l'Internet au débit. Chaque Français, où qu'il habite, bénéficiera d'un droit à l'accès Internet au débit, opposable à des opérateurs clairement identifiés, à un tarif abordable, inférieur à 35 € par mois. Autre mesure, le renforcement du taux d'équipement dans les écoles primaires. Le taux d'équipement en France, 8 ordinateurs pour 100 élèves, est beaucoup plus faible que celui d'autres pays européens comme la Grande-Bretagne, l'Allemagne ou la Norvège. Nous devons rattraper ce retard par le développement progressif de classes équipées et connectées, dites classes numériques, dans le primaire, et l'installation de 400 cyberbases dans les écoles primaires sur 5 ans. Enfin, pour renforcer la confiance des consommateurs dans les transactions électroniques, le gouvernement va créer une carte d'identité numérique. Nous avons aussi souhaité développer un outil d'authentification ultra sécurisé qui lui permettra de prouver sans faille son identité sur Internet. Avec ce plan, le gouvernement espère créer des centaines de milliers d'emplois. Il compte même en tirer des recettes supplémentaires avec le dividende numérique, c'est-à-dire la libération de fréquences hertziennes par la télévision due à l'extinction de l'analogique. En pleine crise immobilière, le projet de loi sur le logement poursuit son parcours assez chaotique au Sénat, Sonia. Oui, les débats sont houleux. La gauche et les centristes dénoncent la modification de l'emblématique loi SRU obligeant les communes à avoir 20% de logements sociaux. Et à droite, eh bien, on entend encore aussi des critiques. Anne-Louise de Rohan. C'est l'article le plus polémique, ce fameux article 17 qui prévoit d'intégrer l'accès à la propriété dans les 20% de logements locatifs imposés aux maires. Pour Christine Boutin et les partisans du texte, cet accès à la propriété doit avant tout lutter contre la précarité.
Au lieu de dépenser un loyer, elles vont dépenser un remboursement pour accéder à la propriété et progressivement se faire un petit pécule. Et ça, c'est vraiment une avancée démocratique. Mais pas vraiment une avancée pour la gauche qui craint du coup la baisse de logements locatifs dans les communes. Je ne connais pas de maires qui refusent de l'accession à la propriété sur leur territoire, fût-elle sociale. Par contre, j'en connais beaucoup qui refusent effectivement d'avoir du locatif social. On aime les propriétaires, on aime moins les locataires. Une gauche ici confiante car même à l'UMP les voix discordantes sont nombreuses, comme celle du rapporteur Dominique Braille. Ce projet de loi comporte des dispositifs excessivement forts en direction, je veux dire, de favoriser l'accession à la propriété. Il doit aussi avoir des dispositions fortes pour permettre à nos 60% de Français demain de pouvoir loger dans le logement locatif social. En avril dernier, le Sénat avait déjà supprimé la même modification de la loi SRU. L'article 17 pourrait bien subir le même sort. Voilà, et nous retrouvons Martin Hirsch, haut commissaire aux solidarités actives. Merci d'être avec nous pour commenter donc l'actualité qui vous concerne directement, celle-ci aussi, le logement. Est-ce que vous êtes partagé, Martin Hirsch, aujourd'hui, là, ce soir, entre votre solidarité avec Christine Boutin et votre fidélité à la Fondation Abbé Pierre qui combat le texte de la ministre du Logement et notamment les obligations en baisse pour les mairies en matière de logement social? Moi, j'ai jamais renoncé aux convictions que j'ai exprimées. Vous savez, moi, j'ai changé de fonction, j'ai jamais changé de conviction. Je trouve intéressant que le Sénat, vous voyez, au-delà des clivages politiques, s'intéresse à la question. Et je fais pas mal confiance dans la sagesse du Sénat. C'est-à-dire, est-ce que vous aimeriez effectivement qu'on garde la version initiale de cette loi qui impose aux mairies, je le répète, 20% de logements sociaux? Oui, moi c'est ce que j'avais dit. J'avais dit qu'il me semblait que c'était pas nécessaire, qu'on pouvait développer à la fois le logement social et l'accession à la propriété, qu'il y a une question plus que symbolique, quoi. Dans l'un ou l'autre cas, il faudra de toute façon que les maires fassent des efforts, et c'est pour ça que je trouve intéressant que le Sénat en débatte de cette manière-là. Même si la ministre Boutin est un petit peu chahutée ou en difficulté, vous trouvez que c'est aucun doute sur le fait que Christine Boutin est tout à fait favorable à aider les plus faibles, les plus pauvres, les plus vulnérables. Donc je pense pas que ça soit d'un côté les méchants contre les bons, c'est d'un côté deux conceptions peut-être un petit peu différentes. Et l'équilibre du débat, moi je l'ai vu à l'Assemblée nationale sur le RSA. Le débat parlementaire, j'ai jamais été parlementaire, mais j'imagine que quand on est parlementaire, c'est d'essayer de trouver le meilleur équilibre, la meilleure solution sans blesser personne. Alors dans ce contexte de crise financière, est-ce que le RSA est toujours une priorité aujourd'hui? Plus que jamais. Vous avez parlé du budget 2009. Si je ne me trompe pas, l'effort financier le plus important en vraies dépenses, je ne parle pas de ces milliards qu'on met en garantie autour des risques et qu'on ne dépense pas, qu'on espère ne pas dépenser, mais en vraies dépenses supplémentaires qui vont dans la poche des personnes, je crois que le revenu de solidarité active est l'effort le plus important de 2009. Et c'est plus que jamais nécessaire en matière de crise. Nous, l'obsession, c'est quoi? C'est de dire que crise financière il y a, et vous avez vu, il faut que les responsables de cette crise en tirent les conséquences, mais il ne faut pas que ceux qu'il n'y ait pas de victimes collatérales parmi les plus faibles, et donc on a besoin de pouvoir sécuriser les revenus des plus vulnérables. Alors il y a l'augmentation du chômage, la progression de la pauvreté. Comment aujourd'hui est-ce qu'on peut conjurer le risque d'une crise sociale? Mais écoutez, d'abord, en s'y intéressant pour la première fois au niveau européen, je voudrais juste dire ça parce que c'est quand même assez notable. La semaine dernière, nous avions tous les ministres européens de la lutte contre la pauvreté qui étaient réunis à Marseille pour pouvoir en discuter et prendre un engagement, une sorte de serment de Marseille, de dire nous serons vigilants et nous ferons remonter à nos autorités et aux autorités européennes des signes d'alerte, première chose. Et puis deuxième chose, en tenant les leçons du passé, c'est-à-dire que souvent on a réagi avec retard. Donc c'est la deuxième chose qui fait que en France, avec les différentes associations, on va se voir dans quelques jours pour être sûr qu'on a les signaux d'alerte les plus réactifs possibles. Puis troisième chose, en prenant des mesures de fond. Donc 100 € de plus pour les salariés modestes et les travailleurs pauvres par mois, la garantie que, vous savez, la garantie que reprendre du travail fait gagner de l'argent est important. Vous savez, moi j'ai beaucoup regardé pour faire le RSA les courbes sur les 30 dernières années. Ça fait idiot de dire cela, mais de regarder comment évoluait. Il y a eu des bonnes années, il y a eu des mauvaises années. Et très souvent,
Quand le chômage augmentait, le RMI s'envolait en même temps. Quand le chômage diminuait, le RMI diminuait pas aussi fort. Voilà. Donc c'est à partir de cette analyse-là qu'on s'est dit, quand ça va mieux, il faut effectivement que les plus pauvres en profitent plus rapidement, et quand ça va plus mal, il faut atténuer les choses. Je suis assez confiant dans notre capacité de le faire mieux qu'avant et mieux que d'habitude. Alors on se souvient du débat et même de la polémique sur le financement du RSA. Martin Hirsch, il fallait trouver 1,5 milliard d'euros. Qu'est-ce que vous dites comparé aux 360 milliards qui sont mobilisés pour les banques? Vous dites c'est dérisoire? Non, je dis ouf. Je dis ouf, parce que je peux vous dire quelque chose. Moi, ce que j'entendais, on me disait de pas aller trop vite, de prendre le temps, etc. À 15 jours près, on aurait eu peut-être les 360, tout le monde mobilisé sur la crise financière, et qui on aurait oublié, comme d'habitude? Les plus pauvres, les salariés modestes, etc. Et on aurait trouvé que leur donner 3 fifrelins, c'était déjà trop. 1,5 milliard, c'est ce qui nous permet de faire un bon revenu sur les dettes actives. On va donner une leçon aux uns et aux autres. C'est-à-dire que ce 1,5 milliard, il va être sacrément bien dépensé, il va être sacrément bien utilisé, et je vous fiche mon billet que dans quelques mois, on dira que l'une des choses qui font que la France peut bénéficier de la croissance ou peut anticiper protéger son économie, c'est qu'elle a donné sa place à ce qui doit s'appeler un modèle social performant, travail, solidarité. Est-ce que la crise relance aujourd'hui les interrogations sur le bouclier fiscal? Ils sont nombreuses dans la majorité. Vous parliez des débats parlementaires à l'UMP. Certains aussi s'interrogeaient. Vous aussi, vous pouvez relancer votre combat pour que, par exemple, les bénéficiaires du bouclier fiscal ne soient plus exonérés de la taxe RSA. Écoutez, c'est pas un débat. Je pense qu'il faut pas mélanger tous les débats. Je le dis parce que très simplement, moi, je suis d'accord pour qu'on prenne chacun assume ses convictions sujet par sujet. Mais moi, j'étais assez choqué par la manière dont le bouclier qui a été voté l'année dernière, a servi un peu de parapluie à ceux qui voulaient pas se mouiller sur le RSA, si vous voulez. Donc, moi, l'année dernière, j'étais ici même, au Sénat, pour défendre les expérimentations sur le RSA. Toute la gauche s'est moquée de moi, parce qu'elle disait, il y a 25 millions d'euros pour les expérimentations sur le RSA, et il y a près d'1 milliard d'euros pour le bouclier fiscal. Là, je leur avais dit, rendez-vous l'année prochaine. Je reviens l'année prochaine avec 1,5 milliard d'euros pour les plus modestes, et l'effet de l'inclusion de la taxe sur le bouclier fiscal, c'est 23 millions d'euros. Donc je dis, soyez cohérents et reconnaissez, vous avez été suffisamment fort pour les LATSI l'année dernière pour dire qu'effectivement, ça vous paraissait déséquilibré. Là, c'est quand même nettement rééquilibré dans l'autre sens. Donc n'ayez pas peur de dire que vous êtes d'accord sans vous renier, que vous soyez de droite ou que vous soyez de gauche. Alors, le Sénat va se pencher sur votre texte à partir de mercredi. À l'Assemblée nationale, il n'y a pas eu d'unité nationale. Les socialistes se sont abstenus. Est-ce que vous êtes déçus, amers? Est-ce que vous comprenez leur attitude? Moi, je pense que les plus déçus sont ceux qui n'ont pas pu aller jusqu'au bout de leurs convictions, si vous voulez. Parce que quand même, qui se sont abstenus et qui étaient abstenus positivement, qui ont dit abstention positive. Je pense que fondamentalement, ils sont pour cette mesure-là. Je pense que il y avait effectivement à se faire entendre sur d'autres sujets. Je pense que la chose n'est pas close aujourd'hui, qu'on va en discuter au Sénat, qu'il y aura le vote définitif. Et moi, j'appelle les uns et les autres à ne pas donner le symbole de l'indifférence vis-à-vis des plus modestes. Effectivement, il n'y a pas à se renier. On peut avoir ses convictions sur tout ce qu'on veut. Sur le bouclier fiscal, sur les boîtes de petits pois, sur tous les sujets qu'on veut. Mais là, la question qui est posée est pour le RSA, est-ce que vous êtes pour, est-ce que vous êtes contre ou est-ce que vous en fichez? Alors, c'est-à-dire que vous nous dites ce soir que vous reprenez votre rêve, Martin Hirsch, d'un vote unanime au Sénat. C'est pas mon rêve. Je dis simplement que on écoute les uns et les autres. Oui. Regardez, le texte, il sort de l'Assemblée nationale avec plein d'amendements qui ont été adoptés, souvent à l'unanimité. Autant la proportion d'amendements venant de la gauche ou venant de la droite a été à peu près la même dans celles et ceux qui ont été acceptés, que j'ai eu une demi-journée entière d'audition par les commissions de très bon niveau au Sénat il y a quelques jours, et je pense que ceux qui hésitent peuvent aller voir des bénéficiaires du RSA en leur demandant conseil. Et je pense que ce conseil, ça ne sera pas de donner un signal de je ne sais pas comment, ni oui ni non. Ouais, on joue pas au ni oui ni non. Qu'il y a sur le Parti socialiste qui s'est abstenu donc sur le RSA à l'Assemblée nationale, qui s'est abstenu également sur le plan de sauvetage des banques.
Qu'est-ce que ça vous inspire? Ça m'inspire qu'il est temps de pouvoir passer de l'abstention positive à un signal qui soit donné à tout simplement quoi. Voilà, moi je suis pas un fan de l'abstention quoi. Oui, non, c'est mieux. En fait, vous le démontrez dans votre action ministérielle en ayant accepté ce donne poste pas de aussi. leçon, je donne pas de leçon, mais je trouve que c'est plus cohérent quoi. C'est pas difficile. Alors pour financer le RSA, il y a eu une proposition, Édouard Balladur, qui avait suggéré qu'on suspende la suppression de la publicité sur les chaînes publiques pour financer le RSA. C'est une bonne idée? C'est pas une idée dont on a besoin. Quand il s'agit de trouver de l'argent, toutes les idées sont bonnes. Oui, mais vous savez, on a beaucoup réfléchi, travaillé sur le mode de financement. On fait une taxe sur les revenus du capital qui permet d'avoir un financement qui est en fait, il faut revenir à l'essentiel, qui est un financement qui est très juste, parce que quand vous regardez sur ce 1,5 milliard, par ce financement-là, vous avez plus de la moitié qui est payée par les 10% des ménages qui ont les patrimoines les plus élevés, et donc je pense que c'est le financement, qui repose le plus sur les ménages les plus élevés. Vous le savez, on a beaucoup entendu, y compris dans la majorité des gens se plaindre. Je vais avoir un débat au Sénat, donc. Oui, entraînez-vous, mais vous connaissez les arguments. Martin Hirsch, on a beaucoup dit que c'était les classes moyennes qui allaient payer. Eh ben, c'est faux. Vous dites c'est faux. Je dis c'est faux et je sais le démontrer. Pour dire que les classes moyennes seraient les plus touchées, les plus concernées, il faudrait dire, et j'ai pas vu d'amendement en ce sens, que on inclut dans les classes moyennes les 10% de Français qui ont les patrimoines les plus élevés. Oui. Où est-ce que vous en êtes dans vos négociations avec l'UIMM, l'Union des industries de la métallurgie, qui devait un petit peu utiliser le montant de sa caisse gigantesque, ou sa caisse noire? C'est fait. Alors, concrètement, combien? 70 millions d'euros. 70 millions pour 70 millions d'euros pour des actions tournées vers les jeunes et l'industrie, c'est-à-dire pour aider ceux qui ont les plus de difficultés à pouvoir retrouver du travail, ne pas abandonner lors d'apprentissage, ne pas se voir fermer les portes des entreprises parce qu'ils n'ont pas la bonne formation et pouvoir être accompagnés. Et vous avez vu que du coup, je ne sais pas si c'est du coup, mais en même temps, nous mettons aussi un fonds d'expérimentation sur les jeunes de 18-25 ans, sur lequel on va mettre 10 millions d'euros dès cette année pour effectivement lancer des vrais programmes à destination des jeunes de 18-25 ans. On l'a vu lors de la journée de la misère, qu'ils sont maintenant Il y a vraiment touchés beaucoup de choses à faire. de près, les jeunes. Absolument. Quel est votre prochain combat, Martin Hirsch, dans ce gouvernement après le RSA? Le combat contre la pauvreté, il se poursuit. Vous avez rappelé la leçon de Sœur Emmanuel il y a quelques instants. Mais concrètement, après, votre combat politique, ce sera autour de quelles mesures? Écoutez, celle-là me suffit amplement. Vous restez quand même en poste, peut-être de longs mais mois. Attendez, alors. Regardez, demain, je serai au Sénat. Non, mais je le fais sans faux fuyant, quoi. Je sais que ça étonne à chaque fois, quoi. Je vais vous raconter une petite confidence. Voilà. Pendant 1 an, à chaque fois, on me demandait pourquoi je restais au gouvernement en me disant que le RSA se ferait jamais. Mais une minute après le discours du président de la République, quand le discours du président de la République a dit le fait le 28 août, 1 minute après, le premier micro qui se tend, c'est quand est-ce que vous partez? Il se trouve que je suis pas venu faire du tourisme pour avoir un poste, je suis venu faire reculer la pauvreté. Avec d'autres mesures dans les cartons? Mais celle-là, si vous voulez... Celle-là ne peut pas suffire à votre bonheur politique. Pas à mon bonheur, et je cherche pas le bonheur politique. Mais je le dis sérieusement parce que on a le droit d'avoir une façon de faire un petit peu différente. Vous savez, si vous regardez, y compris dans vos archives télé, le nombre de plans qui ont été annoncés à coups de tambours et trompettes pour dire qu'on allait résoudre les choses, et à peine annoncés, ils étaient abandonnés, on passait au suivant. Moi, ça me dérange pas, quelle que soit la position dans laquelle je suis, qui a peu d'importance. J'ai déjà travaillé ça comme haut fonctionnaire, j'ai déjà travaillé ça comme responsable associatif, je le fais aujourd'hui comme haut commissaire. Le fait de se dire qu'effectivement un plan, c'est pas simplement un instant éphémère de satisfaction d'avoir porté quelque chose sur la place publique, mais c'est un moment plus durable pour les personnes en difficulté, ça me paraît beaucoup plus important, très sincèrement. Très bien, eh bien on suivra la suite de votre action au gouvernement. Merci. Merci à vous. Et tout de suite, après le 18h, dans un instant, ensemble, dans le contexte de la crise économique, quelle politique pour l'emploi des personnes handicapées? Caroline Deschamps qui reçoit Tanguy Deschenets, puis à 18h45, l'émission Il ne faut jurer de rien. Emmanuel Dancourt qui reçoit Assia El Anoni, quadruple médaillée aux Jeux paralympiques de Beijing 2008. Et enfin, Public Sénat vous propose tout de suite après de découvrir un portrait du nouveau président du Sénat, Gérard Larcher.
député et élu en pleine tourmente. Il aura notamment la lourde tâche de réformer l'institution. Bonsoir Michel. Bonsoir Sonia. Alors vous parlez en version originale, hein. Beijing 2008, les Jeux de cet été. Bonsoir à tous. À demain.